Bonjour, dans cette capsule vidéo, je vais développer le chapitre Piles et oxydoréduction. Quelles sont les compétences attendues dans ce chapitre? Eh bien, à l'issue de ce chapitre, vous devez savoir pratiquer une démarche expérimentale pour réaliser une pile et modéliser son fonctionnement. Vous devez savoir relier la polarité de la pile aux réactions mises en jeu aux électrodes, savoir recueillir et exploiter des informations sur les piles ou les accumulateurs dans la perspective du défi énergétique, savoir reconnaître l'oxydant et le réducteur dans un couple oxydant-réducteur, et également savoir écrire l'équation d'une réaction d'oxydoréduction en utilisant les demi-équations redox. Je vous ai mis des photos qui vous permettent de voir qu'il existe de nombreux appareils électriques qui fonctionnent avec des piles. Donc on peut voir ici tout simplement une télécommande, là un appareil photo numérique qui peut fonctionner avec des piles alcalines ou des batteries. Et puis ici vous avez un petit jeu d'aéromodélisme fonctionnant également avec des piles rechargeables ou non rechargeables. Ce qui nous amène à la problématique, qu'est-ce qu'une pile? Comment fonctionne-t-elle? Je vais dans un premier temps expliquer le fonctionnement des piles et des accumulateurs avant de passer à expliquer ce qu'est que l'oxydoréduction et ce qui permettra justement de rentrer dans la chimie de la pile. Une pile permet de convertir de l'énergie chimique en énergie électrique. Et l'énergie chimique mise en jeu provient tout simplement d'une transformation chimique. Alors il existe différents types de piles. Il y a les piles classiques, dites salines ou alcalines, qui ont des durées d'utilisation limitées. Il y a les piles à combustible, qui sont des piles qui sont alimentées en continu par des réactifs, et les produits formés sont éliminés en continu. Un exemple de pile à combustible, c'est la pile à dihydrogène. Il y a également des accumulateurs, ou piles rechargeables, plus connues sous ce nom, qui peuvent être rechargées électriquement lorsqu'elles sont usées. Leur nombre de charges est limité et donc une fois qu'elles sont usées, il faut les recycler. Et puis ensuite, il y a la batterie qui est une association d'accumulateurs montés en série. Une petite précision, les piles salines ou alcalines ne sont pas des piles rechargeables. Alors voyons maintenant de quoi est constituée une pile. Une pile est constituée de l'assemblage de deux compartiments. L'un va constituer le pôle positif de la pile et l'autre va constituer le pôle négatif. La plupart du temps, chaque compartiment contient une partie métallique et un milieu à caractère ionique appelé électrolyte. Les compartiments sont liés par un séparateur permettant le transport des ions. La nature de l'électrolyte permet de distinguer les piles entre elles. Une pile saline contient un électrolyte gélifié constitué d'ions, alors qu'une pile alcaline contiendra un électrolyte étant composé de solutions très basiques. Pour étudier le fonctionnement d'une pile, nous allons prendre l'exemple de la pile Daniel, exemple que nous avons déjà pris en travaux pratiques. C'est en 1836 que John Frederick Daniel a mis au point une pile à deux compartiments. À 25 degrés Celsius, cette pile est capable de fournir une tension stable de 1,1 V. Cette pile est constituée de deux compartiments. L'un des compartiments de la pile est constitué d'une lame de cuivre qui trempe dans une solution de sulfate de cuivre. L'autre compartiment est constitué d'une lame de zinc qui trempe cette fois-ci dans une solution de sulfate de zinc. Les deux compartiments sont reliés par un pont salin qui est composé d'un gel de nitrate de potassium ou de nitrate d'ammonium ou encore de chlorure de potassium. Chaque compartiment de la pile Daniel constitue ce que l'on appelle une demi-pile. Donc il y a une demi-pile ici qui va servir de pôle négatif et une demi-pile ici qui produira le pôle positif. On constate donc que dans la pile Daniel, la lame de cuivre constitue le pôle positif et la lame de zinc le pôle négatif. Des électrons sont produits par la réaction chimique qui a lieu à la surface de la lame de zinc. Et des électrons sont alors consommés par la réaction chimique qui a lieu à la surface de la lame de cuivre. Si l'on observe ce qui se passe, on constate que au niveau de la lame de zinc, il y a donc production d'ions Zn2+, et d'électrons. D'après la réaction suivante, Zn solide se transforme en Zn2+, plus 2 électrons. Le zinc a donc cédé 2 électrons, et chaque mol de zinc solide consommé fournit alors 2 mols d'électrons au circuit extérieur. De la même façon, du côté
de la demi-pile qui contient la lame de cuivre, eh bien, on observe à ce moment-là que les ions Cu2+ de la solution sont consommés pour fournir du cuivre solide. D'après la réaction, Cu2+ plus 2 électrons donne Cu solide. Chaque ion cuivre a donc capté 2 électrons, et ainsi, chaque mol de cuivre solide a nécessité 2 mols d'électrons qui provient du circuit extérieur. Le circuit extérieur étant le fil électrique qui permet de relier la borne négative à la borne positive et qui va faire circuler les électrons de la borne négative vers la borne positive. Ainsi, les électrons produits par le compartiment qui contient la lame de zinc vont circuler par l'extérieur pour être amenés à la lame de cuivre dans le deuxième compartiment et ainsi permettre la transformation du Cu2+ en Cu. Voyons maintenant le rôle de la jonction qu'il y a entre les deux demi-piles. Dans chaque demi-pile, des réactions aux électrodes libèrent ou consomment des ions. Et afin d'assurer l'électroneutralité des solutions, des ions vont migrer à travers la jonction entre les deux demi-piles. Dans la demi-pile contenant l'élément cuivre, les ions Cu2+ sont consommés. Dans l'autre demi-pile, des ions Zn2+ sont formés. Afin de maintenir l'électroneutralité des solutions dans la pile Daniel, le pont salin, ici présent, donc qui sert de jonction entre les deux demi-piles, va assurer le transfert des ions Na+, par exemple ici parce qu'on a mis dans le pont salin du nitrate de potassium. Donc il y aura donc les ions Na+, qui vont se diriger vers la solution de sulfate de cuivre, et il y aura également transfert des ions nitrate vers la demi-pile contenant le sulfate de zinc. La première partie sur les piles est maintenant terminée. Nous allons donc aborder la seconde partie pour évoquer les notions d'oxydoréduction, couple oxydant-réducteur et de réaction d'oxydoréduction. Nous allons commencer par le couple oxydant-réducteur. Un oxydant est une espèce chimique capable de capter un ou plusieurs électrons. Un réducteur est quant à lui une espèce chimique capable de céder un ou plusieurs électrons. Par exemple, dans ce que l'on a vu précédemment, Cu2+ est un oxydant alors que Zn solide est un réducteur. Deux espèces chimiques qui, au cours d'une transformation chimique, se transforment l'une en l'autre par gain ou perte d'électrons, sont dites conjuguées, et forment ce que l'on appelle un couple oxydant-réducteur ou couple redox. Par exemple, on peut citer la demi-équation Cu2+ qui se transforme en Cu solide, donc en cuivre métallique. Cu2+ plus 2 électrons vont se transformer en Cu. On peut donc écrire que le couple redox ou couple oxydant-réducteur est donc Cu2+, Cu. Cu2+ étant donc l'oxydant et Cu étant le réducteur. C'est toujours comme cela que l'on va les écrire. Comment sont organisées les demi-équations d'oxydoréduction ? La demi-équation d'oxydoréduction ou demi-équation redox associée à un couple redox traduit tout simplement la transformation possible d'une des espèces conjuguées en l'autre. On va l'écrire de cette manière-ci. Oxydant, symbolisé par OX, plus N électrons, va pouvoir se transformer en un réducteur qu'on nomme RED, R-E-D. Le signe égal veut tout simplement dire que cette transformation chimique peut se faire dans un sens comme elle peut se faire dans l'autre sens. Si elle se fait dans l'autre sens, ça veut dire que c'est le réducteur qui va à ce moment-là libérer des électrons et donner un oxydant. Donc N électrons représente le nombre d'électrons perdus ou gagnés. Et le passage de l'oxydant à son réducteur conjugué est une réduction, alors que le passage du réducteur à son oxydant est une oxydation. Donc voilà ce que vous devez retenir. Oxydant plus N électrons égale réducteur, c'est une réduction écrite en bleu. Et en rouge, quand on passe du réducteur à l'oxydant avec libération d'électrons, c'est une oxydation. Exemple, Cu2+ plus 2 électrons égale Cu. C'est une demi-équation d'oxydoréduction. Dans le sens ici écrit, c'est une réduction, alors que dans l'autre sens, en partant du cuivre métallique et libération d'ion Cu2+, c'est une oxydation. Vous voyez que la demi-équation redox d'un couple doit respecter la conservation des éléments et des charges. Nous allons terminer par la réaction d'oxydoréduction. Alors qu'est-ce qu'une réaction d'oxydoréduction ? Une réaction d'oxydoréduction est une réaction au cours de laquelle des électrons sont transférés entre le réducteur d'un couple redox et l'oxydant d'un autre couple. La réaction de fonctionnement d'une pile est une réaction d'oxydoréduction.
L'oxydant du couple de la borne positive est réduit et le réducteur du couple de la borne négative est oxydé. Il existe deux modèles de transfert des électrons. Le premier modèle est le modèle de transfert direct d'électrons. Lorsque l'on met en contact l'oxydant d'un couple et le réducteur d'un autre couple, une transformation chimique peut avoir lieu. Dans ce cas, il y a alors transfert direct d'électrons entre les deux espèces chimiques. Par exemple, si je place de la paille de fer dans une solution de sulfate de cuivre, on se rend compte que cette paille de fer se colore de la couleur du cuivre métallique. En fait, il y a un transfert direct des électrons entre les deux espèces chimiques. Le fer sous forme métallique, qui correspond à la paille de fer, va se transformer en ion Fe2+, et donc produire des électrons. Ces électrons vont être récupérés par l'ion cuivre Cu2+, qui va alors se transformer en cuivre métallique. Ce cuivre métallique se dépose sur la paille de fer pour colorer la paille de fer en couleur cuivre, c'est-à-dire le orange saumon que l'on utilise pour le décrire. Le deuxième mode de transfert est le mode de transfert indirect d'électrons. Il se réalise dans les piles. Chaque compartiment d'une pile en fonctionnement contient l'oxydant et le réducteur d'un couple oxydant-réducteur. Par exemple, dans la pile Daniel, le couple oxydant-réducteur mis en jeu au pôle positif est donc le couple Cu2+Cu, et au pôle négatif, c'est le couple Zn2+Zn. Lorsque la pile est reliée à un circuit électrique extérieur, chaque compartiment est le lieu d'un échange d'électrons à la surface du conducteur métallique. Dans la pile Daniel, les atomes de zinc, qui sont à la surface du métal, cèdent 2 électrons et se transforment en Zn2+. Les 2 électrons vont passer par le circuit extérieur pour arriver ici sur la plaque de cuivre. Les ions Cu2+, au voisinage du métal, vont capter ces 2 électrons et se transformer en atomes de cuivre, qui se déposent à ce moment-là sur la lame de cuivre. Les 2 couples oxydant-réducteurs mis en jeu sont reliés par l'électrolyte. Le transfert des électrons se fait par l'intermédiaire du circuit électrique extérieur. On parle de transfert indirect d'électrons. Pour que la transformation chimique ait lieu, le circuit doit être fermé. Dans le circuit extérieur de la pile Daniel, les porteurs de charge sont les électrons. À l'intérieur de la pile, les porteurs de charge sont des ions qui circulent par l'intermédiaire du pont salin. Par définition, la cathode est l'électrode où se produit une réduction, et l'anode est l'électrode où se produit une oxydation. Dans la pile Daniel, la plaque de zinc, ici, est donc l'anode puisqu'elle est chargée négativement, et la plaque de cuivre, chargée positivement, sera la cathode. Ici, à l'anode, a lieu donc l'oxydation, alors qu'à la cathode a lieu la transformation de réduction. Vous avez juste en dessous les équations correspondantes. Vous voyez qu'ici, on a bien une oxydation. Le zinc se transforme en Zn2+, en perdant 2 électrons. Par contre, du côté du cuivre, on a donc une réduction, puisque Cu2+ a besoin de 2 électrons pour se transformer en cuivre. Voyons maintenant comment nous allons écrire l'équation bilan de la réaction d'oxydoréduction. L'équation d'une réaction d'oxydoréduction peut être établie en combinant les demi-équations redox des couples mis en jeu de façon à ce que les électrons n'apparaissent pas dans le bilan. Nous allons donc écrire la première demi-équation, en dessous la deuxième demi-équation. Vous voyez que dans la première demi-équation, il y a N1 électrons qui sont échangés, alors que dans la deuxième demi-équation, c'est N2 électrons qui interviennent. Si N1 est égal à N2, vous n'avez pas besoin de multiplier les deux demi-équations. Par contre, si N1 est différent de N2, à ce moment-là, il va falloir faire des petites modifications. Dans ce cas, la première demi-équation, ici, sera multipliée par le nombre d'électrons de la deuxième demi-équation, c'est-à-dire N2, et la deuxième demi-équation sera multipliée par le nombre N1 d'électrons qui interviennent dans la première demi-équation, et donc on aura ici N1 sur la ligne de la deuxième demi-équation. Je vais commencer par ajouter tous les termes qui se trouvent à gauche de l'égalité, et je vais les écrire ici en dessous. Donc je vais donc avoir N2 fois OX1, plus N2 fois N1 électrons, que j'ai écrit ici en dessous, plus N1 réducteur 2.
Je fais la même chose avec les termes qui se trouvent à droite de l'égalité et je vais les placer ici à droite de la flèche. Je vais donc avoir N2 réducteur 1 plus N1 oxydant 2 plus N1 fois N2 électrons. Donc vous voyez qu'ici on a N1, N2 électrons et ici N1, N2 électrons de part et d'autre de l'égalité. Donc qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir tout simplement les supprimer. L'équation finale va donc s'écrire N2OX1 plus N1 réducteur 2 se transforme en N2 réducteur 1 plus N1 oxydant 2. Voyons maintenant l'exemple de la pile Daniel. On commence par écrire la première demi-équation. Zn, solide, se transforme en ion Zn2+, plus 2 électrons. On écrit en dessous la deuxième demi-équation. Cu2+, sous forme aqueuse, plus 2 électrons, se transforme en métal cuivre solide. On va donc ensuite faire l'addition ici de tout ce qui est à gauche de l'égalité, puis faire l'addition de tout ce qui est à droite de l'égalité. On voit que dans la première demi-équation, il y a 2 électrons qui interviennent. Dans la deuxième demi-équation, ce sont également 2 électrons qui interviennent. Donc ici, N1 est égal à N2. Pas besoin de multiplier par des coefficients quelconques. Donc on obtiendra Zn plus Cu2+, plus 2 électrons se transforme en Zn2+, plus 2 électrons, plus Cu. Les 2 électrons de part et d'autre sont bien représentés, mais en fait sont éliminés, puisqu'ils sont aussi bien représentés à gauche qu'à droite de l'équation bilan. Donc on peut les supprimer et ne pas indiquer le transfert des électrons. Ce qui fait que dans l'équation bilan, vous voyez bien qu'il y a des éléments chimiques qui s'échangent des électrons, mais les électrons ne sont pas représentés dans l'équation bilan, même si l'échange d'électrons a bien lieu. Pour terminer ce chapitre, voici l'essentiel de ce que vous devez savoir sur la pile Daniel. Alors, la pile Daniel est bien constituée de 2 compartiments. Dans le premier compartiment, on trouve une lame de zinc avec une solution contenant des ions Zn2+. Dans le second compartiment, on trempe une lame de cuivre dans une solution contenant des ions Ci2+. Les 2 compartiments sont reliés par un pont salin pour permettre les échanges d'anions et de cations et maintenir donc la neutralité électrique. Le circuit électrique extérieur permet donc à ce moment-là les échanges d'électrons entre la lame de zinc et la lame de cuivre. La lame de zinc est celle qui va fournir les électrons à la lame de cuivre. Tout simplement en se transformant. Le zinc métallique va se transformer en Zn2+, et produire à ce moment-là 2 électrons. Ces 2 électrons vont passer par le circuit extérieur, alimenter l'ampoule électrique en passant, et fournir les électrons à la lame de cuivre qui va en profiter pour les transmettre aux ions Cu2+, qui en les captant ces 2 électrons vont se transformer en cuivre métallique qui va venir s'ajouter à la lame de cuivre. Donc si on pèse la lame de cuivre avant et après, on va se rendre compte qu'elle est plus lourde. Forcément, la masse de cuivre sera plus importante. Par contre, la masse de la lame de zinc sera allégée. Voilà en termes des demi-équations. Alors, ici, dans le sens de l'écriture, on se rend compte que c'est une oxydation. Le zinc a cédé des électrons. Donc, si c'est une oxydation, le pôle ici de la lame Zn, qui est un pôle négatif puisqu'il apporte les électrons, sera l'anode. Dans l'autre cas, bien sûr, la lame de cuivre sera le pôle plus, puisque c'est elle qui capte les électrons. Et dans ce cas-ci, on a une réduction, donc ce pôle est une cathode. Le Cu2+ va bien capter des électrons. Donc au final, on peut écrire l'équation bilan suivante, Cu2+ plus Zn se transforme en Cu plus Zn2+. Et pour terminer, on peut rappeler que le pont KCl permet tout simplement la circulation des anions et des cations. Et en permettant justement la circulation de ces anions et des cations, cela permet la circulation des électrons dans le circuit extérieur. Si on enlève ce pont salin, les électrons ne pourront plus circuler parce qu'il y aura un trop gros déséquilibre ici au niveau des éléments chimiques. Il faut absolument que ce soit neutre de part et d'autre. Le chapitre est maintenant terminé, n'hésitez pas à poser vos questions lors des cours prochains.